Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui est Sarah Turin, échevine de la jeunesse, de la cohésion sociale et de la lutte contre l'exclusion sociale à Molenbeek. Échevine écolo, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors Sarah Turin, le CDH a eu raison d'exclure Thierry Van de Place, aujourd'hui accusé, donc c'est l'échevin de Kraïnem accusé de propos négationnistes. En tout cas, les propos négationnistes sont tout à fait intolérables et inacceptables dans la bouche d'un échevin. Donc voilà, le CDH a pris sa décision. Moi, je n'ai pas suivi le dossier de plus près, mais en tout cas, si ces propos sont avérés, ils sont tout à fait inacceptables. Et c'est plus grave que tenir des propos racistes ou homophobes ? C'est d'une gravité certainement similaire, avec en plus le fait qu'ici, non seulement ce sont des propos qui, quelque part, sont assimilés à du racisme, mais en plus sont révisionnistes par rapport à l'histoire. Et ça, c'est particulièrement condamnable. Alors évidemment, quand je parle de propos racistes ou homophobes, je fais référence à des anciens mails du secrétaire d'État Theo Franken, NVA, dont on a pu lire quelques extraits. Vous, en tant que parti écolo, estimez aussi, comme le Parti socialiste, on entendait encore le Retonkeling ce week-end, que Theo Franken et Jan Jambon doivent démissionner? En tout cas, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ce genre de propos. Et c'est vrai que quand des personnalités qui ont des responsabilités comme celles qu'ils ont à l'heure actuelle au niveau fédéral ont tenu par le passé des propos comme celui-là, il y a de quoi se poser des questions sur leur capacité à garder, je dirais, une certaine retenue par rapport au type de dossier qu'ils doivent gérer. Je pense notamment au secrétaire d'État concernant l'asile et l'immigration. C'est une politique dont on sait qu'elle peut créer beaucoup de crispations et donc avoir des propos comme ceux-là, même s'ils ont été tenus par le passé, ça fait peur. Oui. Alors on entend énormément le Parti socialiste, évidemment, dans ce contexte. On a vu comment ça s'est passé, la rentrée à la Chambre. On a l'impression qu'Écolo est un petit peu plus en retrait par rapport aux socialistes. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est les questions de fond. Et donc, je pense que nos parlementaires ont beaucoup questionné sur le fond. Je pense notamment à une intervention de Zaka Katabi sur toutes ces questions liées aux questions d'asile et de migration. Et donc, nous restons toujours sur le fond. Alors, il va y avoir des renouvellements de cadres dans différents partis. On apprend aujourd'hui qu'il n'y aura qu'un seul candidat à la succession d'Elio Di Rupo. Au Parti socialiste, ce sera lui-même, ce serait Elio Di Rupo. Il y a un renouvellement de cadre qui est prévu également au Parti écolo. Ça, ce sera un vrai renouveau et il est nécessaire après la défaite électorale. Mais vous savez que chez Écolo, il y a une culture du débat démocratique au sein du parti. Donc, il est encore un petit peu tôt pour savoir qui sera candidat. Ça n'aura lieu qu'en début 2015. Mais je ne doute pas un instant qu'il n'y ait pas plusieurs candidats. Et c'est important, effectivement, vous l'avez dit, on a connu un revers électoral important et que donc on puisse se questionner là-dessus. C'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant au sein du parti et que donc dans ce cadre-là, il y a un renouvellement. Oui, ça paraît tout à fait logique. Alors il y a toujours une personnalité wallonne, une personnalité bruxelloise qui, vous voyez, pour remplacer Olivier Deleuze? Écoutez, là-dessus, je ne vais absolument pas me prononcer. Je pense que c'est d'abord aux personnes qui ont éventuellement envie de relever ce défi-là, de se présenter. Et puis, on aura un débat en interne avant de s'exprimer. Donc, on parle de Zoé Genot, on parle d'Arnaud Pinksteren. Oui, ce sont en tout cas des personnalités qui ont tout à fait les épaules pour pouvoir relever ce genre de défi. Alors, vous pensez que le niveau communal reste quand même le niveau de prédilection pour le Parti écolo? C'est un niveau, en tout cas, qui est extrêmement important parce que c'est le premier niveau en contact avec la population. Donc, c'est un travail de proximité et il n'y a rien à faire. Je pense que c'est là qu'on sent quels sont les enjeux. C'est quand on est sur le terrain et donc c'est un enjeu extrêmement important. Mais il faut pouvoir évidemment toujours faire le lien entre ce niveau-là et les autres niveaux. Et il faut pouvoir avoir des relais. Ce qui manque maintenant au Parti écolo, il n'y a plus de relais à la région, pas de relais au fédéral non plus. Bien sûr, on n'a plus. Voilà, nous sommes dans l'opposition au niveau régional et au niveau fédéral, mais il n'empêche qu'on va évidemment continuer de travailler avec nos parlementaires au niveau de l'opposition. Et j'ose espérer que les relais ne sont pas que quand on est dans la majorité, qu'il n'y a pas de travail politicien entre la région et le niveau local, mais qu'on travaille évidemment en fonction des enjeux. Et donc, les relais sont toujours là. Et on gardera des contacts, bien entendu, aussi avec les représentants au niveau des gouvernements. C'est important. Alors, la vie politique, pas toujours facile à vivre au niveau communal aussi. Parfois, les conseils communaux à Molenbeek n'ont rien à envier à la rentrée de la Chambre au niveau nom d'oiseau
qui sont donnés aux uns et aux autres, et parfois des conseils communaux à rallonge, parce qu'il y a énormément d'interventions de l'opposition, du Parti socialiste. Le Parti socialiste qui fait une opposition très dure à Molenbeek. Mais c'est vrai qu'on a connu des débuts, je dirais, très houleux. Effectivement, en voyant les images à la Chambre la semaine dernière, ça rappelait certains épisodes du début de la législature. Ça s'est un peu calmé. Ça s'est calmé, et je pense que petit à petit, la colère a laissé place à un plus grand respect de part et d'autre. Maintenant, voilà, il y a 6 groupes dans l'opposition, et donc qu'il y ait débat, c'est normal avec 6 groupes dans l'opposition. Et donc, fatalement, ce sont des conseils communaux qui prennent du temps pour laisser la place et la parole à tout le monde. Il y a maintenant une possibilité de débat qui était plus difficile au préalable. Mais est-ce que ça traduit à Molenbeek, comme au niveau fédéral, une difficulté de la part du Parti socialiste de se retrouver dans l'opposition? En tout cas, au départ de la législature, clairement, on a senti qu'il y avait une colère qui prenait le dessus de façon parfois irrationnelle sur les enjeux. Alors, Sarah Turin, à quel âge vous avez décidé de vous lancer dans la politique, ou en tout cas, vous aviez su que vous aviez envie d'en faire? Moi, très tard, je suis quelque part encore jeune, mais c'était en 2003, au moment de la défaite du Parti écolo, que j'ai décidé là de m'investir, et donc j'avais tout juste 30 ans. Vous n'étiez pas enfant ni adolescente à ce moment encore, mais donc vous lancez à Molenbeek le Conseil communal des jeunes, et là où c'est une nouveauté pour Bruxelles, c'est que ça a été fait au suffrage universel. C'est la fin du processus électoral aujourd'hui. Comment ça se passe en fait? Donc effectivement, pendant 4 jours, les jeunes de 12 à 25 ans ont pu aller voter pour choisir leurs représentants. Donc on a 17 000 jeunes de 12 à 25 ans sur la commune qui ont reçu à la maison une convocation. Et donc là, les dépouillements vont commencer cet après-midi. Et c'est quelque chose d'important de pouvoir donner la parole aux jeunes, non seulement pour avoir leur avis, mais également, je pense, dans une démarche citoyenne, donc plus que politique, parce que vous demandiez l'âge auquel j'avais commencé, mais je pense que l'idée n'est pas nécessairement d'en faire des futurs politiciens. Si certains veulent, c'est très bien, mais c'est d'abord l'apprentissage de la citoyenneté. L'implication dans la vie de la cité. Exactement, et de se dire, mais, de façon individuelle, mais aussi de façon collective, on a des choses à dire, et on peut construire nos interventions, et puis construire éventuellement aussi des actions. Et donc, quel sera précisément le rôle de ce conseil des jeunes? Il y aura 3 missions. La première, c'est que le collège des bourgmestres et échevins sera contraint de demander l'avis des jeunes sur toute une série de dossiers qui les concernent directement. Je prends l'exemple des sanctions administratives dont on a beaucoup parlé, de la question de l'abaissement de l'âge. Et là, le collège s'est engagé à demander l'avis de ce conseil des jeunes. Alors, c'est un avis qui restera consultatif, mais si le collège ne suit pas l'avis, il devra justifier, expliquer pourquoi il ne suit pas l'avis. Deuxième mission, c'est que les jeunes eux-mêmes vont décider d'une thématique sur laquelle ils vont travailler annuellement. Et donc ça pourrait être la propreté publique, ça pourrait être la mobilité, ça pourrait être même la question de l'enseignement. Et ce sera pris en compte par le collège. Voilà, donc là, ils devront, eux, construire des propositions, rencontrer les différents acteurs et venir avec des propositions que le collège, de nouveau, pourra suivre ou en tout cas justifier s'il ne suit pas. Et la difficulté, ce sera de tenir sur la longueur, de tenir l'intérêt de ces jeunes. Bien sûr, mais alors il y a encore une troisième mission qui pour moi est importante pour donner aussi un rôle plus décisionnel aux jeunes, c'est qu'ils auront également un budget. Et avec ce budget, ils pourront eux-mêmes construire des actions à destination de l'ensemble des jeunes, complémentairement aux 2 premières missions. Mais ce qui est clair, c'est que c'est vrai que les jeunes, surtout à l'heure aujourd'hui d'Internet, du zapping, etc., peuvent très vite changer d'intérêt en cours d'année, après quelques mois. Et donc tout l'enjeu va être évidemment de faire en sorte que non seulement les jeunes qui seront élus au sein de ce conseil tiennent dans la durée, mais également qu'ils puissent susciter l'intérêt et organiser le débat avec les autres jeunes dans la commune. Alors, encore une question sur les départs en Syrie. On n'en a plus beaucoup parlé ces derniers temps. L'actualité fédérale est un peu occultée. Et le médiateur fédéral, il est en place maintenant et il a des contacts avec les gens sur le terrain dans les communes. Donc, tout à fait. On a engagé au niveau de la commune un médiateur dans le cadre effectivement d'un financement fédéral. Cette personne vient d'arriver, donc il est en train de faire le tour des différents acteurs de la commune. Je pense que le premier enjeu, c'est celui-là, c'est d'avoir la confiance des différents acteurs de la société civile et des différents acteurs communaux pour pouvoir petit à petit construire une réelle politique de prévention. Et on apprend en marchant, parce que clairement, c'est un enjeu qui, je pense, nous dépasse, de voir ces jeunes et ces moins jeunes qui, à un moment donné, décident de rompre complètement avec un mode de vie ici, un mode de vie démocratique pour partir là-bas. Et voilà. Et donc c'est d'abord, je pense, pouvoir construire des outils pour tous ces acteurs de première ligne qui sont en contact avec les familles, qui sont en contact avec des jeunes qui
à certains moments, parlent éventuellement de partir. Donc, comment essayer de déconstruire certains mythes. Et puis, parallèlement à ça, c'est aussi de voir comment on peut au mieux accompagner les familles et les éventuels retours. Eh bien, merci Sarah Turin d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est le 18h qui vous est présenté par Marine Hubert. Après, il y aura l'émission sport et puis interurbaine, le survol du plan Wathelet. Vous allez découvrir ce qui se cache derrière notamment le mouvement Pas Question. Très bel après-midi à vous.